Bienvenue à tous, bienvenue sur ce webinaire qui porte sur le sujet du Brexit ou comment se préparer votre société à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc Christian Fatra, conseiller économique à l'ambassade de Londres, va commencer une première présentation, et j'enchaînerai après sur une autre présentation technique sur les points importants à suivre pour se préparer au 31 décembre 2020. Christian, je vous laisse la parole. D'accord. Bon, alors, Christian Fatras, c'est déjà assez compliqué comme ça. Si on rajoute du Fatra à la situation, c'est compliqué. Christian Fatras. Donc oui, donc je suis conseiller économique et je m'occupe en particulier de tout ce qui est industrie. Donc ça va depuis l'énergie, l'environnement, l'industrie automobile, par exemple, l'industrie pharmaceutique, et numérique. Donc c'est un portefeuille qui est assez large. En gros, tout ce qui est financier, macroéconomique, c'est moi, mon portefeuille est là, c'est bon, simplement pour vous situer un peu les. Donc je vous propose de faire quatre axes. J'ai 15 minutes, on est d'accord? Oui. Donc il faut m'interrompre si je déborde, il n'y a pas de souci. Donc je propose d'avoir quatre axes d'approche. Le premier, c'est l'économie britannique. En gros, qu'est-ce que c'est? Donc, avec un volet peut-être un peu structurel pour bien resituer un peu ce que c'est vraiment que l'économie britannique, un volet conjoncturel aussi. Quelle importance pour la France? Pourquoi le Royaume-Uni c'est important pour nous? Un petit point Brexit. Alors, je vais à la fois vous rassurer et vous décevoir. Je ne vais pas trop me lancer dans les négociations parce qu'on est en plein dedans. Et la dernière chose qu'attendent, je pense, les négociateurs, c'est que tout fonctionnaire en poste commence à avoir ses élucubrations sur les négociations, donc j'essaie d'être le plus factuel possible. Et puis la quatrième partie qui vous intéresse davantage, et là il y aura un lien avec ce que va dire Irène, c'est la côté comment. Alors, les fondamentaux de l'économie britannique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, je vais commencer par les atouts. L'économie britannique, c'est une économie de services, hein, c'est très important, les services financiers bien sûr, mais aussi le numérique. Il ne faut pas l'oublier, le numérique prend une place de plus en plus importante, c'est 4% du PIB déjà. Et tout ce qui est services aux entreprises. C'est aussi une entreprise où l'intervention de l'État est assez faible, avec un bémol et qui a eu beaucoup d'importance en même temps, c'est tout ce qui est le NHS, donc un système de santé qui est public, auquel les Britanniques étaient très attachés et le sont encore plus. Donc le NHS, c'est ce qui, pour moi, fait la grosse différence entre l'économie britannique, entre autres, et l'économie américaine. C'est la place du NHS et la place de l'État pour un certain nombre de services de base. Ça, c'est bon, pour moi, c'est fondamental. C'est une économie aussi qui tourne en plein emploi. Par exemple, le taux d'emploi au Royaume-Uni est 75%, 65% en France. Donc l'emploi est toujours une priorité et on va préférer sauver l'employabilité des gens plutôt que les emplois. C'est une approche différente de la. C'est un écosystème qui est extrêmement favorable aux entreprises, que ce soit linguistique, à l'anglais, hein. C'est le plan fiscal aussi, avec des impôts qui sont quand même des gens plus faibles, juridique, avec une justice qui est assez rapide, et de façon générale une souplesse. Par exemple, le rôle du régulateur ici n'est pas forcément vu comme un gendarme qui va sanctionner, mais il va essayer d'arranger les choses. Donc, un environnement du business au sens large qui reste très favorable, Brexit ou pas Brexit. Ça, il faut. Dernière chose un peu structurelle, ça aura une importance pour la suite quand on va parler du Brexit, c'est que l'économie britannique, elle est quand même très en économie européenne. Et la notion de chaîne de valeur reste fondamentale pour un certain nombre de secteurs en particulier. Ils sont très intégrés à l'Union européenne. Et la notion de, comme on dit en mot français, just in time, juste à l'heure, est vraiment essentielle. Ça va être c'est un des éléments et un des enjeux très importants dans le Brexit. Est-ce que l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique va pouvoir bénéficier toujours de produits livrés dans les temps? C'est un enjeu essentiel. Alors, en même temps, elle est déséquilibrée. Des investissements publics qui sont insuffisants. Je vais vite parce que ce n'est pas le sujet maximum. Des grosses inégalités géographiques, des grosses inégalités au sein d'un secteur entre des entreprises qui sont extrêmement compétitives, qui sont top mondial, et une taux de comète qui est très long, des entreprises qui sont pas très compétitives, des dépenses de recherche et développement qui sont insuffisantes. Donc, globalement, une productivité qui est faible. On a une économie au ralenti. Alors, le graphe suivant, si vous montrez d'où ils partent avec le Covid, ça, c'était la fin 2019, vous voyez. L'économie était déjà pas mal encalminée, avec une croissance proche de zéro. Et le seul moteur de la croissance, c'était la consommation des ménages, qui, évidemment, avec le Covid, est pris un coup dans la gueule.
l'investissement était c'est assez bon. Donc, l'année 2020 s'annonce compliquée. Bon, le gouvernement de M. Johnson, qui est arrivé en décembre, a essayé de lancer un certain nombre de projets, mais vite, le Covid est arrivé, donc il voulait un peu décentraliser, il voulait relancer des grands projets. Tout ça, pour l'instant, c'est sous coco. C'est pas mort, mais c'est sous coco. Donc, un fort recul du PIB, hein, puisque sur le premier trimestre, ils ont fait moins 25%. C'est pas terrible. Enfin, on est à la même enseigne. Il ne faut pas non plus. Les Britanniques ont pris le même recul que tout le monde. Avec des dispositifs de soutien qui sont assez comparables aux nôtres, hein, certains qui sont axés sur l'emploi, ce qu'on appelle le furlough, c'est maintenir les gens en emploi en temps de mieux, dispositifs pour favoriser la liquidité des entreprises, soit en réduisant les taxes, soit en donnant accès à des facilités de crédit qui sont importantes, puis la Banque d'Angleterre. Donc la question qui se pose, c'est quelle est peut-être la forme de la reprise. Vous savez, les économistes aiment bien avoir des lettres, on fait bien la reprise en V, en L. On se dirige manifestement sur ce qu'on appelle une reprise en V. La question, c'est dans quelle mesure la deuxième branche du V de reprise va remonter aussi le plafond. Pour l'instant, l'économie britannique a déjà commencé son rebond, comme la nôtre. Hein. Depuis le mois d'avril, ça a commencé légèrement, mais surtout. Et par exemple, on était, si vous voulez, les ventes de détail. On était à 100 en février, on est descendu à 75 en avril, et on est remonté à 87 en mai. Donc, le rebond est déjà entamé. Hein. Je vais passer rapidement sur la suivante, les prévisions. Juste une chose qu'il faut regarder, c'est peut-être, vous voyez la ligne qui est, je ne sais pas si vous pouvez voir, de toute façon c'est clair, les investissements, donc le Gross Fixed Capital Formation, qui est l'investissement des sociétés. Vous voyez qu'on était depuis plusieurs années sur une tendance qui n'était pas très bonne, même en 2018 c'était négatif, en 2019 c'était très faible. Hein. Ça, c'est l'effet Brexit, l'effet d'attente des entreprises d'investissement. Évidemment, cette année, ça n'a pas de brillant. Donc ça va tirer la croissance vers le bas. Et donc, il y a deux hypothèses actuellement. C'est soit du moins 11, par à la France, même si la France est en train de revoir un peu la hausse. Et le tableau de droite, c'est en cas de ce qu'on appelle le double dip, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième vague. Là, on aurait moins 14. Mais bon, je dirais que là-dessus, la Royaume-Uni n'est pas forcément distincte de la France. Autre point. Quelle importance pour la France? Écoutez, si on regarde un purement quantitatif, c'est 30 milliards d'un côté, 20 milliards de l'autre. Donc, en gros, un excédent structurel de 10 milliards, c'est pas commencé. C'est des échanges intra-branches, sans surprise, hein, aussi entre pays développés, donc ça, il n'y a pas de surprise. 80% de nos échanges, c'est des produits industriels. 12%, c'est les produits agroalimentaires et industries agroalimentaires. Et c'est 12% de nos échanges, mais c'est 20% de textile. Et surtout, ce qui est important, c'est l'aspect qualitatif. C'est un marché qui est exigeant et qui est innovateur. Je vois par exemple les ventes, et d'ailleurs en ce moment c'est une de leurs forces, les ventes par commerce, c'est 20% en moyenne, c'est 10% en France. Ils sont en avance là-dessus. On est en train de rattraper notre retard du fait de l'épidémie Covid. Par définition, les ventes en ligne ont beaucoup augmenté. Dans beaucoup de domaines, c'est un marché. Il y a un gros problème des services publics aux collectivités locales, donc traitement des eaux, traitement des déchets, transport public. On est aussi très présent dans tout ce qui est l'énergie, qui sont des secteurs qui sont stratégiques. Hein. Je sais qu'on a des rares pays d'Europe en train de construire des centrales nucléaires, mais la France est en train dessus. Et puis, je m'excuse, je vais vite, mais on y reviendra encore des questions. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que ça reste un gros marché. Hein. C'est un pays qui a du temps, un gros pouvoir d'achat. Donc, ça va rester un marché important. Alors, le Brexit. Je dirais que pour l'instant, on a plusieurs points de blocage. Pour moi, un des enjeux essentiels du Brexit, c'est quand même dans quelle mesure on va être capable de garder une fluidité dans les échanges. C'est vraiment important, ce que je disais tout à l'heure à propos des chaînes de valeur. Les trois points de blocage, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle en bon français le level playing field, donc autrement dit les règles du jeu. Dans quelle mesure les Britanniques vont avoir un alignement réglementaire sur l'Union européenne en service d'État, le droit du travail, l'environnement, c'est-à-dire ne pas créer un avantage comparatif indu aux entreprises britanniques, comme inversement un désavantage pour nos sociétés parce qu'on ne joue pas selon la règle du jeu. Ça, c'est nous, on insiste là-dessus. Si vous voulez avoir accès à notre marché, il faut qu'on joue selon des règles qui soient compatibles.
Le deuxième point qui est un peu compliqué, c'est la pêche. Pour faire court, les Britanniques veulent leur reprendre. Ne pas oublier que le slogan de la campagne, c'était Take Back Control. Donc, ils veulent reprendre possession de leurs eaux. Je dirais, il y a juste un chiffre qui donne quand même un petit peu, c'est que certes, nous, on va pêcher largement dans les eaux britanniques, mais 80% du poisson britannique est vendu à l'Union européenne. C'est une espèce de jeu et c'est un sujet assez, au moins autant politique. Et puis, le problème de la Cour européenne de justice, c'est aussi dans le Take Back Control, ils veulent pouvoir être maître des juridictions en cas de différend. On en est où actuellement? Pour l'instant, enfin non, c'est pas pour l'instant, les Britanniques ne m'ont pas demandé de prolongation de la période de transition, donc au 31 décembre, ils sont déjà sortis, on va rentrer. S'il n'y a pas d'accord, ce sera les règles OMC. S'il y a un accord, il y a encore une possibilité. Et la période qui va être extrêmement importante, c'est la période qui commence maintenant, juillet, août, septembre. C'est les 3 mois qui viennent. Parce que n'importe comment, il faut que les négociations soient terminées en octobre. Donc, en fait, nous avons 2 à 3 mois pour vraiment nous mettre d'accord entre l'Union européenne et l'Italie pour savoir quelle forme va prendre la future relation. La slide d'après, peut-être. Ça peut paraître un peu confus, mais moi, je l'aime bien parce que la question, c'est where shall we put the flag? Vous voyez où sont les Britanniques actuellement? Et s'ils mettent le drapeau tout en haut, ça veut dire que c'est une relation extrêmement lâche. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas d'intégration économique et surtout pas des liens qui sont très, très, très lâches. S'ils mettent du côté de la Norvège, ils ont des relations qui sont proches. Donc, fondamentalement, c'est où est-ce qu'ils vont mettre le drapeau pour savoir quelles sont les différentes sortes d'accords qu'ils vont avoir avec nous. Peut-être la dernière. Je suis dans les temps, ça va? Tout à fait. 2-3 minutes. Oui. La dernière question, sur le dernier point, je vais être assez rapide parce que Irène va en parler après moi. Mais simplement, je pense que vous avez dû aller sur le site du ministère, les sites que j'ai mis là, pour vous éclairer un petit peu sur les différentes. Alors, je suis allé dessus récemment, il n'a pas beaucoup évolué depuis fin 2019 et c'est normal. Mais je pense qu'il faut avoir cet effort de réflexion. Il y a d'une part, en quoi nous, on peut vous être utile pour le public, comme en vous donnant tous ces sites qui font des simulations, des diagnostics, etc. Il y en a un que je n'ai pas mis, et mea culpa, c'est le site des douanes. Je pense vraiment qu'il faut que vous alliez voir les douanes si vous êtes en région. Paris, d'ailleurs, l'Office des douanes régionales. Les douanes fait un excellent travail. Et surtout, ils ont des spécialistes des problématiques douanières qui sont quand même pas très simples. Et ce serait intéressant pour vous, si vous n'avez pas encore fait, d'aller voir et de leur demander à quelle chose ils peuvent demander. Et vous, à titre personnel, vous devez réfléchir, et je pense qu'Irène va prolonger là-dessus, quelle est votre chaîne de valeur, c'est important, quels sont vos intrants britanniques, alternatives en France ou dans l'UE, continuité de vos contrats, mes besoins à main-d'œuvre, c'est essentiel. Moi, je voudrais quand même terminer sur une chose. J'étais assez frappé ce matin. J'ai écouté des auditions parlementaires sur le Brexit. Et c'est extraordinaire comme les Britanniques, j'aurais dû le mettre dans leur force, voient systématiquement le verre à moitié plein, alors que nous, on le voit à moitié vide. C'est une capacité à positiver qui est extraordinaire. Je pense que nos entreprises ont besoin aussi, c'est facile à dire, d'avoir cette démarche plus positive en disant, bon, est-ce que moi, le Brexit, ça ne me donne pas l'occasion d'aller rechercher des parts de marché dans le monde? Je pense que les exportateurs britanniques, par rapport aux exportateurs français et européens, vont avoir un handicap relatif. Donc, peut-être que des marchés qu'une boîte française a perdus en Belgique au profit d'un concurrent britannique, elles peuvent aller la rechercher. Donc, je pense qu'il y a une démarche beaucoup plus large à faire. Donc, où est-ce que je vais pouvoir aller chercher des marchés en Europe ou ailleurs? Donc, il y a un côté un peu, il faut essayer de voir un peu de positiver, parce que je trouve qu'en France, on est trop systématiquement dans le négatif. Alors, c'est comme une nouvelle, mais bon, réfléchir aussi quelles opportunités ça peut créer. Voilà. Alors, je sais, le bémol à tout ça, c'est que c'est facile, de ma position de fonctionnaire, et des conseils, d'être positif, mais je pense qu'il faut avoir cette approche. Je vais peut-être, Marie-Cala, te laisser la parole. Oui, je reprends la parole et Christian, je vais rebondir. Je suis d'accord avec ton analyse sur le positivisme des entreprises britanniques, mais aussi des autorités, avec un côté extrêmement volontaire et je ne peux qu'avoir un peu confiance
ne serait-ce que tout ce qui est digitalisation, ils sont très efficaces. Hein. Et donc, j'ai assez confiance justement sur le fait qu'ils sauront se préparer. On l'a vu dans la crise sanitaire dernière. En un mois, ils ont réussi à mettre en place un site internet qui permettait de faire des demandes de recouvrement financier très importants. On parle de millions qui ont été donnés aux entreprises pour les soutenir et tout ça en un mois. Donc, ils savent être réactifs et je pense qu'ils ont aussi les outils informatiques aujourd'hui et technologiques pour le faire. Donc, c'est un petit côté positif. Je passe du coup à la prochaine présentation. Alors, si je passe, nous allons passer. Donc, et là, vous ne voyez pas mon écran. Alors, vous continuez à me voir. Est-ce que je peux faire un commentaire sur le positivisme britannique en attendant? Vas-y, Christian. Quelquefois, ce positivisme se retourne un peu contre eux parce que être positif, c'est bien, mais il y a aussi des moments où il faut quand même être aussi clairvoyant. Ils ont quand même un positivisme, quelquefois, on a envie de dire, certes, mais bon. Mais bon, globalement, c'est quand même quelque chose difficile de reprocher à quelqu'un d'être positif. Oui. Est-ce que Christian, est-ce que tu vois ma présentation? Non. Non, donc je vois le Zoom. Tu ne vois que le Zoom, donc je n'arrive pas à faire le share screen. Ah, voilà, là, ça va être bon. Et voilà. Oui, c'est bon. Là, très bien. Parfait. Donc, cette présentation, du coup, ce que je veux, c'est vraiment vous inciter à établir des checklists sur les impacts potentiels du Brexit sur l'activité que vous avez déjà au Royaume-Uni ou que vous souhaitez avoir. Anticipation et préparation seront des facteurs clés pour mener à bien cette transition qui va être très importante. Du coup, évidemment, en 10 à 15 minutes de présentation, je ne vais pas pouvoir aborder toutes les questions, mais je vais pouvoir commencer à vous inciter à réfléchir, même si depuis 4 ans, vous avez eu le temps avec des hauts et des bas. Et je pense que la crise dernière a un petit peu… déjà, il y avait une lassitude sur un thème qui dure depuis longtemps, avec des rebondissements à n'en plus finir. Et là, dernièrement, on s'était encore plus passé à côté de l'intérêt des entrepreneurs, mais c'est important de se préparer parce que ça va arriver rapidement. Et plus on anticipera, plus facile sera la transition. Donc, le Brexit, le sommaire, voilà, rapidement, les questions qu'on va aborder. Alors, Brexit demain. Il n'est plus possible de faire la politique de l'autruche hein, et je vous promets que c'est une politique que j'avais adoptée moi-même en me disant c'est pas possible, ils vont pas sortir, ils vont changer d'opinion. C'est pas le cas. Donc ça va arriver, le 31 décembre va arriver très rapidement. Le 12 juin 2020, Christian en a parlé, le gouvernement a réitéré le fait qu'il ne demanderait pas et n'accepterait pas d'extension. Donc c'est vraiment une date butoir. Et ce qui est bien du coup dans la démarche qu'on va faire, c'est de se préparer pour un no deal. C'est-à-dire l'option qui sera la plus perturbante, en anglais disruptive. Donc, pensez aux changements les plus drastiques et les plus onéreux, en incluant des frais de relocalisation, une augmentation des prix, le déplacement de personnel. Les sociétés se préparent au pire et espèrent le mieux. Donc, ça, c'est une citation de la Confédération de l'industrie britannique. Donc, les conversations de la semaine dernière ont été positives, hein, mais il se peut que ce n'a été qu'un effet de presse et donc il faut voir ce que vont donner les 3 prochains mois et espérons que les deux côtés vont être mobilisés pour trouver un accord rapidement et pour qu'on soit fixé sur les différentes conditions. En 2019, on avait déjà vu beaucoup d'entreprises faire ce qu'on appelle le stockpiling. J'ai pris l'exemple de la société mondelaise pour le chocolat, tout ce qui était noix et autres. Ils avaient engrangé énormément de produits. Dans mon activité quotidienne, ça s'est traduit dans mes clients en important beaucoup plus de produits. Et du coup, j'ai eu des visites de la part des autorités britanniques en me disant, mais voilà, tout d'un coup, ça change. Et ils me disent, ne vous en faites pas, vous êtes la 6e entreprise que je visite ce matin et la raison est toujours la même. Donc, les entreprises avaient déjà fait les démarches en 2019. Qu'est-ce que l'anticipation? On pourrait la résumer en 4 mots. Plan, do, check and act.
Ça sera recenser d'abord toutes les conséquences du Brexit sur l'activité, donc vraiment dans un sens large et avec une proposition en entonnoir, établir un inventaire des points de vulnérabilité potentiels par rapport au futur cadre des échanges, adapter votre stratégie en incluant les coûts d'un no deal dans le business plan. Car intégrer les contraintes liées au Brexit, c'est le seul moyen de les surmonter. On va commencer sur la première question qui touche beaucoup d'entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, celle de l'import-export. Donc, question simple, achetez-vous ou vendez-vous des biens ou des services au Royaume-Uni? Si oui, à quel obstacle au commerce, tarifaire ou non tarifaire, pourriez-vous faire face à partir du 31 décembre 2020? Le régime douanier va être celui d'un pays tiers. Donc, il est utile de procéder à des simulations des taux de droits de douane, car en l'absence d'accord bilatéral entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ce sont les règles de l'OMC qui seront applicables, comme le mentionnait Christian avant. Il y a une question simple, à combien seront taxés mes produits à l'entrée au Royaume-Uni et vice-versa en France? En juin, tout à fait récemment, on a eu la publication des tarifs. Et je parlais avec Bretagne Commerce International qui me disait qu'un de ses clients qui vendait du chocolat, il avait déjà la TVA à 20% et maintenant il allait devoir rajouter 8% de frais de douane sur ses produits. Donc, ça va être des coûts qui ne sont pas à minimiser et qu'il faut être capable d'anticiper. Beaucoup d'entreprises, peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, font déjà du grand export et pour eux, ce ne sera qu'une formalité de rajouter le Royaume-Uni au même titre que les autres pays tiers. Mais pour les primo-exportateurs, ça va être de nouvelles connaissances à masteriser. Va falloir se préparer, mais aussi préparer son équipe aux formalités douanières, aux déclarations d'importation et d'exportation. Et se conformer aux nouvelles procédures d'exportation avec des exigences de documents tels que les certificats d'origine, certificats sanitaires à l'export. Le but étant de fluidifier, évidemment, que les produits passent d'un pays à l'autre et d'éviter tout délai. Encore, donc là, on voit la distinction entre l'Union européenne et les pays tiers sur cette slide. Donc, le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers. Donc, pour expédier vers les pays tiers, vous avez besoin d'un numéro EORI. Vous avez déjà dû en entendre parler. Donc, Economic Operator Registration and Identification. Donc, cet identifiant EORI, vous pouvez le trouver sur prodouane.gouv.fr. Et si vous n'avez pas encore obtenu de numéro EORI, je vous invite à faire les mêmes démarches sur ce même site Internet. Donc, vous devrez connaître les droits de douane et taxes annexes, ainsi que les formalités et les réglementations du Royaume-Uni. Avec le Brexit, un petit point sur la question de la notion d'origine, rules of origin, pour des composants anglais qui seraient incorporés dans vos produits. C'est une notion qui va devenir importante, car si vos produits deviennent majoritairement britanniques dans leur composition, vous allez perdre cette origine préférentielle pour vos produits finis. Donc, il va falloir repenser et les ressortir, les changer de catégorie. Enfin, sur l'import-export, le gouvernement a reconnu l'impact de la pandémie, évidemment, sur tous les aspects de la vie et il a décidé d'introduire des contrôles aux frontières par étapes pour l'importation des biens venus de l'Union européenne vers le Royaume-Uni. Donc, on va avoir une première étape à partir du 1er janvier 2021 où les opérateurs dans le secteur de l'importation de biens standardisés devront se préparer à respecter des formalités douanières de base telles que la tenue de documents relatifs à l'importation de marchandises pour lesquels ils disposeront de 6 mois pour remplir une déclaration en douane. Donc, ça va laisser une souplesse pour les entreprises pour se préparer. Et les droits de douane devront être payés en même temps que la déclaration seront faites, ce qui va aider la trésorerie des sociétés qui seront confrontées à ces nouveaux droits. À partir d'avril 2021, ce sera une nouvelle étape où tous les produits d'origine animale, par exemple l'alimentation pour les animaux domestiques, le miel, les produits à base de lait et d'œufs et les végétaux et produits végétaux réglementés, ils devront faire l'objet d'une pré-notification et avoir toute la documentation sanitaire nécessaire. Et enfin, la dernière étape qui a été dite pour le moment est celle de juillet 2021, où les opérateurs qui transportent tout bien, quel qu'il soit, se verront dans l'obligation de faire des déclarations au point d'entrée sur le territoire et devront s'acquitter des droits de douane applicables, tandis que les produits sanitaires et phytosanitaires seront assujettis à une augmentation dans le nombre de contrôles physiques et de prélèvements. Alors, et à ces annonces, pour voir, il s'est ajouté celle de 50 millions additionnels pour aider aux formations des agents
britanniques et aussi des intermédiaires douaniers. Donc, les infrastructures des douanes vont aussi être améliorées. Donc, il y a une volonté vraiment que ce soit le plus simple possible, mais ça va être difficile. La chaîne logistique, la deuxième question que je voulais apporter, rapidement, est-ce que votre chaîne logistique traverse la frontière? Est-ce que vous faites transiter des biens par le Royaume-Uni? Donc, il va falloir prendre en considération toutes les formalités. Peut-être réfléchir à déplacer la capacité de production pour éviter les contraintes douanières, pour éviter les délais aux frontières et surtout notamment sur l'impact pour les produits frais. Les contrôles aux frontières pourraient aussi être facilités en utilisant un représentant en douane. Ça pourrait vous aider pour simplifier les démarches. Je voulais faire un point sur la devise qui va concerner les sociétés, pas simplement les ETI, les grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises. Il y a un travail qui va être à faire parce que au niveau, qui a déjà peut-être été fait par nombre d'entre vous si vous travaillez avec d'autres pays hors de l'Union monétaire, mais en ce moment, il y a un risque fort de volatilité de la livre sterling. Donc, il faut vraiment suivre son évolution et en tenir compte dans la fixation du prix de vente et dans les clauses de votre contrat. Idéalement, il faudrait mettre les clauses financières de vos contrats en euros. C'est un enjeu qui est majeur, celui de la parité monétaire, parce qu'il y a deux conséquences principales. Si la livre se dévalue, il y aura une augmentation de la compétitivité des prix des exportateurs britanniques en Union européenne et dans le reste du monde. Par contre, le pouvoir d'achat des Britanniques va diminuer. Donc aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que vous avez une couverture pour gérer ces risques de change à court terme? J'ai fait une petite, en faisant une extraction de Bloomberg sur l'effet entre juin 2015 et juin 2020. Voilà comment la livre a réagi. Les flèches principales rapportent à chaque fois à des événements clés dans le Brexit. La première flèche, c'est avant le vote. La deuxième, c'est le vote en lui-même. Le troisième, c'est après le déclenchement de l'article 50 qui a vraiment entamé la procédure et la perte de la majorité de Theresa May au gouvernement qui a été très importante. La quatrième flèche concerne la deuxième extension et la cinquième, le Covid plus le Brexit. Donc, on a une cumulation de deux crises majeures mondiales et internes aussi au pays qui ont un effet sur le pound qui peut être du coup auquel il va falloir faire attention. Sur la question 4 qui m'intéressait, c'est celle des contrats. Donc, il faut que vous relisiez vos contrats clients, vos contrats fournisseurs de distribution transitaire et l'assurance. Les sociétés avec lesquelles je travaille aujourd'hui et qui ont des courtiers en assurance français, de plus en plus, les courtiers en France disent non, Brexit, on ne fait plus. Donc, il va falloir que vous vous organisiez, que votre réseau soit internalisé et soit aussi Royaume-Uni pour être capable de couvrir les questions assurantielles qui se poseront. Donc, révisez vos contrats. Je pense que beaucoup l'ont déjà fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, faites-le maintenant. Et pour les nouveaux contrats en cours de négociation, faites bien attention à ces clauses. Et peut-être prévoir une clause pour la fourniture des informations douanières nécessaires si vous êtes dans le transfert des produits, des services. Il va y avoir, je regardais juste une question qui serait intéressante. C'est est-ce que vos contrats permettent une augmentation de prix en cas de frais de douane? Ce n'est pas souvent le cas. Si ça l'est, tant mieux pour vous, mais regardez cette question proche. Ensuite, le point réglementation. Donc, il va y avoir des réglementations spécifiques sur les équipements. Quid du marquage communauté européenne? En niveau agroalimentaire, tout ce qui est contrôle phytosanitaire, la santé, les médicaments et les dispositifs médicaux. Les conditions de mise sur le marché pourraient diverger. Les certifications, il y a beaucoup de sociétés françaises et européennes qui utilisaient des certifications britanniques parce qu'elles étaient moins chères sur le marché européen. Quid de ces certifications? Est-ce qu'il va falloir refaire toutes les étapes? Voilà, là, ça reste encore en suspens, donc c'est important de vérifier les certifications, par quel organisme elles vous avaient été données. Il faut anticiper par secteur les éventuelles barrières normatives, mais aussi les coûts et le délai qui y serait induit.
un point sur les ressources humaines. Quel est l'impact sur la mobilité de vos salariés français et britanniques sur leur déplacement professionnel? Donc, vos salariés pourront toujours venir au Royaume-Uni, c'est sûr, sur des visas de cours et autres. Par contre, le détachement, tout ce qui est posting, ne sera plus possible. Si vous contactez votre caisse primaire d'assurance maladie aujourd'hui, le formulaire A1 ne vous sera décerné que jusqu'au 31 décembre 2020 et ce sera la fin de la couverture qui vous sera proposée. Les conditions d'emploi de la main-d'œuvre locale, elles sont très souples ici. Il y a peu à penser qu'elles changeront. Elles vont changer, par contre, pour les Européens qui auront besoin maintenant de visa pour travailler s'ils n'ont pas été là avant le 31 décembre 2020. Et s'ils ont été là avant le 31 décembre 2020, ils ont jusqu'à la fin du mois de juillet pour faire les démarches de pré-settle status qui leur permet du coup de conserver les mêmes droits que les Britanniques. Mais il faut qu'ils fassent les démarches. Donc, toute entreprise française qui voudra avoir de la main-d'œuvre locale va devoir, à partir du 31 décembre 2020, obtenir un sponsorship. C'est une démarche qui est à faire auprès du Home Office, donc le ministère des Affaires étrangères. Attention aux coûts, attention aux délais. Et si vous savez que vous allez recruter prochainement, commencez dès maintenant. J'ai discuté avec beaucoup d'avocats en droit justement des visas et de toutes les procédures. Ils ont peur qu'il y ait un engorgement. On parle déjà aujourd'hui de délai de 8 à 12 semaines pour obtenir un tel sponsorship. Donc, imaginez quand tout le monde va vouloir l'obtenir. Donc, si vous savez déjà que dans 6 mois, vous allez être dans cette phase de votre développement à l'international, commencez les démarches dès cet été pour éviter un engorgement du home office qui arrivera, c'est sûr, à partir de décembre 2020. Les autres questions, du coup, je n'ai pas voulu faire de slide parce que déjà, c'est très long. Sur la propriété intellectuelle, il faut vérifier du coup tout ce qui est vos droits de propriété intellectuelle et les adapter, vos brevets et autres. Pour la fiscalité, il va y avoir des effets pour les groupes, sur le prix de transfert intragroupe notamment, qui ne sera plus applicable. Et sur la TVA, alors la TVA, je l'évoque, mais ça pourrait faire l'objet d'une présentation à plein. Et c'est pour ça que malheureusement, je ne souhaitais que l'évoquer dans cette présentation. Il y a des questions qui restent en suspens, mais la règle générale est à considérer. Donc, encore en B2B et en B2C, ce seront a priori les mêmes règles. Mais là encore, cherchez du conseil pour ces questions particulières et pour vos produits. Un sujet politique qui est celle de l'Irlande du Nord, dont on entend parler à chaque fois qu'on entend Brexit, ça revient assez souvent. Il faudrait vérifier les éventuelles relations entre la France, l'Irlande et le Royaume-Uni afin de réaménager du coup en cas quand une décision aura été actée sur la frontière. Dernière slide, l'implantation de structures au Royaume-Uni. Donc du coup, moi, c'est mon cœur de métier d'aider les entreprises françaises à venir au Royaume-Uni sous différents formats. Du coup, ça a été un petit peu une inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'un Européen pourra aussi facilement devenir gérant d'une structure? Oui, c'est toujours le cas, donc c'est les bonnes nouvelles. Les créations de structures locales de type limited, il y aura peu de changements. Les formulaires vont changer, il y aura peut-être un peu plus de documents. Mais avant tout, ce seront juste des cases à compléter et il n'y aura pas d'obstacles essentiels pour la création, donc ça ne changera pas. Pareil pour la création d'une succursale, des informations supplémentaires à fournir pour la maison mère, mais sinon pas de changement. Pour les sociétés existantes, donc ont été déjà créées par des sociétés françaises, donc maison mère, société française et filiale au Royaume-Uni, il y a des pièces supplémentaires qui seront à communiquer et des informations. Il y aura 3 mois pour le faire à partir du 1er janvier 2021, jour lequel les formulaires seront disponibles. Donc, ils ne sont pas encore disponibles. Les liens utiles que je voulais partager avec vous, et Christian en parlait aussi, les ministères en France ont été incroyables dans leurs réponses qu'ils ont données sur le Brexit, en information, en outils digitaux pour vraiment voir l'impact. Vous pouvez vraiment faire un audit de votre situation, donc c'est très intéressant. La douane, travail remarquable en région et aussi au niveau national. Site de la Commission européenne, l'OMC, le ministère Royaume-Uni.
et des contacts utiles. Vous avez celui des douanes et celui des finances aussi. Et rapprochez-vous de votre banque, la Fédération professionnelle transporteurs et transitaires, qui dispose de beaucoup d'informations. Donc, il y a une vraie mine d'informations auprès des opérateurs français, auprès des CCI locales aussi. N'hésitez pas à les contacter. Les régions ont été très actives et notamment, j'ai beaucoup travaillé avec Bretagne Commerce International et ils ont fait un travail remarquable pour les entreprises dans leur région. Et je tiens d'ailleurs à les remercier parce qu'ils m'ont beaucoup aidé pour la préparation de ce webinaire. Et je remercie CCI International pour l'avoir organisé. Donc, les prochains mois vont être ponctués d'annonces auxquelles il faudra faire attention. Et les pays européens se prononceront à leur tour quand ils seront certains de ne pas s'avancer pour se rétracter. Voilà, je vous remercie pour votre attention et maintenant on va ouvrir les questions et je me rends compte que j'ai été sûrement très longue. Alors, Christian, regardons les questions. Alors, voilà. Alors, pour ceux qui m'entendent, si vous avez des questions, le Q&A, donc Q&A est ouvert. Je pense qu'il s'appelle pareil sur la version française de votre Zoom. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de nous les poser par écrit et on y répondra avec Christian à l'oral. En attendant les questions, peut-être, il semblerait qu'on ne m'ait pas bien entendu. Est-ce que vous m'entendez bien là? Là, Christian, oui. D'accord. Je voulais simplement préciser une chose sur moi, ce que j'ai pu observer sur le comportement des entreprises dans la première phase, enfin moi je suis là depuis 2016. Il y a eu un effet stockage très clair dans nos relations bilatérales. On l'a vu par exemple au début 2019, nos exportations ont explosé vers le Royaume-Uni parce que les entreprises ont stocké. C'est peut-être la façon la plus simple de se préparer. Quand il y a un doute, on se dit bon, on va demander à notre importateur de stocker. Il y a eu un déstockage très fort en fin d'année et donc il y a un effet accordéon. Il y a un certain nombre de boîtes qui ont joué et le problème c'est que le stockage coûte très cher. Et donc une des façons les plus simples de se préparer à un no deal, à un Brexit dur, encore une fois qui reste une possibilité, c'est tout simplement de stocker. Mais ça coûte cher, évidemment. Mmh. Christian, on a une question de la part de Madame Selma. Pouvez-vous développer l'impact économique, politique du Brexit sur la relation Royaume-Uni avec l'Irlande? Politique, dans les deux, je vais obligé de pas être très clair pour être honnête. Le problème de l'Irlande, c'est que l'Irlande, il y a les accords du Vendredi Saint qui font en sorte que l'Irlande ne peut pas être doit être traitée comme un tout. On ne peut pas avoir de poste aux frontières en Irlande. Le problème, c'est si l'Irlande du Nord est traitée de façon séparée de l'Irlande du Sud, comment faire pour éviter une frontière? Et tout le problème, il est là. Craignent que, je dis bien certains craignent, qu'il y ait un début ou un mouvement vers la réunification d'Irlande suite au Brexit. Parce qu'un certain nombre de gens en Irlande du Nord vous disent, moi, ça va compliquer complètement mon business, parce que je fais du business avec le Royaume-Uni, et j'en fais avec l'Irlande. Donc là, il y a effectivement un risque pour le Royaume-Uni. Sur le plan du commerce, votre question, ça porte sur la relation intra-irlandaise? La relation Royaume-Uni avec l'Irlande, donc c'est plus général. Ouais. De toute façon, ce qui est très difficile à gérer, c'est que l'Irlande va faire partie, l'Irlande du Nord va être attachée au Royaume-Uni d'un point de vue douanier, mais va être attachée à l'Irlande du Sud pour le côté réglementaire. Donc en Irlande, il va falloir jongler en permanence entre le côté réglementaire d'un côté et le côté douanier de l'autre. Objectivement, je n'ai aucune idée de la façon dont ça va marcher. Ça me paraît extrêmement compliqué à gérer. Je ne sais pas comment ça va marcher, pour dire les choses clairement. Et moi, juste pour rajouter un point par rapport à ça, on travaille énormément avec la Chambre de commerce franco-irlandaise et ils sont très actifs avec leurs membres et autres. Ils ont eu beaucoup d'intérêt du coup de sociétés françaises, à la fois pour ouvrir des entrepôts complètement, pour vraiment transférer
leur intérêt en Irlande et pour justement, il n'y a pas de frontières, donc c'est parfait, on va passer les produits depuis l'Irlande pour atteindre le marché britannique. Je pense pas que ce sera aussi facile, mais c'est vrai que c'est une très bonne question qui est posée. Il faut voir ce qui va se passer et c'est vrai, enfin ça va être un sujet historique pour le coup. Mais inversement aussi, il faut être sûr que l'Irlande du Nord, ce n'est pas une façon d'atteindre le marché européen en passant Européen, voilà. par la République d'Irlande. Donc, ça va être très compliqué. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer en Irlande. Mais ce qui est sûr, d'un point de vue politique, c'est que les Irlandais n'accepteront pas qu'il y ait une frontière, des postes frontières entre les deux Irlandes. Ensuite, oui. Mais ça reste un gros point d'interrogation, l'Irlande. Oui. Ça va voir. Parfait. Désolé de ne pouvoir être pas plus précis. C'est le Brexit, hein. Christian, on fait ce qu'on peut, mais on n'a pas beaucoup d'outils. Parfait. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser reprendre le cours de votre après-midi et le suite, du coup, le booster continue. Et vous avez beaucoup d'autres séminaires à attend, désolé en français, à participer. Merci beaucoup du coup à votre participation à tous. Merci encore Christian pour votre temps cet après-midi. Merci Christelle. Il n'y a pas eu de questions pour le commercial, mais voilà, on réitère aux entreprises qu'on est disponible, comme toutes les chambres de commerce étrangères, pour répondre aux questions des entreprises. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi, un beau soleil en Europe et à bientôt.